15h, 16h30, mon quartier de Bruxelles sur BX1 avec Xavier Van Doren. BX1. Bonjour à tous et bienvenue dans Quartier, votre émission quotidienne sur BX1, chaque jour du lundi au vendredi de 15h à 16h30. Aujourd'hui, je vous emmène à Uccle et plus précisément dans le quartier Calvoute. Pour nous en parler, j'ai deux invités. Anne-Mary Franken. Bonjour Anne-Mary. Bonjour. Et nous avons Sylvie Bouchny. Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors, avant toute chose, si vous voulez vous présenter, de nous dire qui vous êtes et ce que vous faites dans le quartier. Bien, voilà, moi je m'appelle Sylvie, je suis membre d'un comité de quartier depuis extrêmement longtemps, mais du comité de quartier actuel depuis maintenant à peu près 12 ou 13 ans. Et j'habite dans le quartier depuis 26 ans, ce qui fait que j'ai quand même bien vu son évolution, comment ça a changé, etc. Génial, donc toute l'expérience dont j'ai besoin pour qu'on connaisse vraiment ce quartier à fond. Et en ce qui vous concerne, Anne-Mary? Alors moi, j'habite dans le quartier depuis 2003 et assez rapidement, j'ai investi dans le quartier et on habite de part et d'autre de la gare de Calvoute, enfin des voies de chemin de fer. Et ça serait intéressant justement parce que pour les gens qui ne connaissent pas le quartier, est-ce que vous pouvez nous le situer géographiquement? Il est où ce quartier à Bruxelles? Eh bien, il est là où commence, où s'achève, ça dépend dans quel sens on va, la chaussée de Saint-Job et la chaussée de Drogenbos. Et aussi, il y a la chaussée d'Alsenberg. Donc, c'est aux confins de ces trois chaussées-là qu'on peut situer le quartier de Calvoute, qui vraiment est structuré, on va dire, par sa gare, qui en est le point nodal, le point central, grosso modo. Oui. Alors, vous faites toutes les deux partie du comité de quartier et depuis longtemps. Ça m'intéresse, il sert à quoi ce comité de quartier? Qu'est-ce que vous faites? Quels sont vos buts? Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites dans le comité. Bien, le comité de quartier, d'abord, tout Uccle a différents comités de quartier et ils sont réunis sous le label des comités de quartier uclois, donc la CQU. C'est différents habitants qui, pour différentes raisons, en fonction des problématiques des quartiers, décident de se réunir pour ensemble soit créer quelque chose, soit interpeller la commune parce qu'il y a des problèmes dans le quartier. Voilà, ce sont des habitants qui décident de se rassembler pour défendre un projet. Et qu'est-ce que vous faites concrètement? Parce que vous êtes là depuis longtemps dans ce comité de quartier. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Et aussi, quelles sont peut-être les choses pour lesquelles vous vous battez actuellement? Alors, à l'origine, c'est, en tout cas à Calvoute, c'est des problèmes de projets immobiliers. Donc, il y avait plein de projets immobiliers. Je crois qu'en 2010, on en a recensé... une bonne douzaine. Oui. Et chaque projet passait à la commune en enquête publique, indépendamment des autres. Et donc, par exemple, il y a un projet qui disait, oui, on n'aura pas beaucoup de places de parking, mais pas de souci, les gens pourront se garer de l'autre côté des voies ferrées. Et un projet immobilier de l'autre côté de la voie ferrée disait la même chose. Oui, mais on n'a pas beaucoup de parking, mais il n'y a pas de souci. Les gens qui viennent travailler chez nous, par exemple, c'était une maison de repos, ils pourront aller se garer de l'autre côté. Et nous, on se rendait compte qu'en fin de compte, ils ne prévoyaient jamais d'emplacement suffisant pour, par exemple, les travailleurs qui viendraient travailler. En fait, généralement, les comités de quartier se constituent rarement pour, mais souvent contre. En fait, les comités de quartier arrivent lorsque, généralement, il y a des projets immobiliers dans un quartier et que les riverains, qui ont souvent acheté dans ces quartiers, parce qu'il y avait quand même pas mal d'espaces verts, pas mal de petits bois, de petites choses comme ça, qui aspiraient à vivre un peu plus l'eau déconnectée de la ville, se disent « Ah ben non, on n'a pas envie que ça pousse comme des champignons ». Et c'est vrai que moi j'avais fait partie initialement d'un premier comité de quartier qui était le comité Bourdon historiquement. Je pense que c'était déjà dans les années 90, fin des années 90, donc c'est dire que c'est déjà vieux. Et là le comité avait été clairement constitué pour lutter contre un projet immobilier qui est arrivé sur la plaine du Bourdon. Et au départ, moi j'y allais un petit peu avec des pieds de plomb, je n'étais pas extrêmement motivé. Et puis au fil des réunions, les gens sont sympas, on se dit que finalement c'est utile. Et ce que j'ai trouvé moi quand même frappant, c'est de voir que 6-7 personnes motivées
qui vont à la commune, qui analysent les textes qu'elles vont chercher au service de l'urbanisme, qui interpellent les autorités publiques lors des commissions de concertation, peuvent avoir un effet important, à savoir repousser un projet immobilier, pas forcément définitivement, mais qui fait gagner quelques années. Et donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai continué un peu de loin en loin, en tout cas, à rester investi dans toutes ces problématiques de quartier. Et puis par la suite, lorsqu'il y a vraiment eu cette grande inflation de nouveaux projets aux alentours des années 2010, 2011, 2012, c'est un petit peu avant, plutôt 2010, oui. Et c'est là que, avec Interenvironnement Bruxelles, qui avait délégué des gens auprès de nous, on a commencé à effectuer des marches exploratoires avec des habitants, des riverains du quartier, pour mieux voir les forces et les faiblesses du quartier et analyser un petit peu ce qu'il était possible de faire. Et dans ce cadre-là, on a rédigé, Interenvironnement a mis sur pied une petite brochure que les riverains ont en partie rédigée, etc. et qui faisait un état des lieux de ce qui se passait à Calvoute. Ça s'appelait Calvoute-Bourdon, un quartier sous pression, je pense, à l'époque. Oui, et ça a été finalement le fruit de travaux collectifs, de soirées où donc on réfléchit, mais aussi on rigole. Et donc c'est vrai que dans les comités de quartier, il peut y avoir... On rencontre des gens qui sont sympas, qu'on n'aurait pas forcément rencontrés dans un autre cadre. Et voilà, c'est ce qui fait que je suis toujours resté un petit peu actif dans ce monde-là, parce qu'il y a toujours des gens intéressants. Je pense que les gens qui se battent pour leur quartier et leur environnement sont souvent des gens qui ont le sens de l'intérêt général et du collectif. Et c'est dans ce sens-là qu'on rencontre parfois de belles personnalités. Il faut avoir le temps déjà de s'en occuper, j'imagine. Ça prend du temps quand on a une vie professionnelle à côté. Ce sont des réunions qui s'effectuent fatalement le soir, voire le week-end, mais c'est plutôt en soirée. Il faut toujours des horaires qui collent avec tout le monde, ceux qui ont des petits-enfants, ceux qui font de la danse thaïlandaise. Voilà, c'est vrai qu'il faut trouver les temps pour être ensemble et pour pouvoir agir. Mais visiblement, ça reste encore possible. Mais je me rendais pas compte que les comités de quartier, finalement, pouvaient avoir autant de pouvoir. Moi, il me semblait que c'était la commune qui, d'une façon générale, décidait par rapport à tout, et que les comités de quartier pouvaient faire parfois des pétitions ou des demandes, mais je me rendais pas compte que c'est quelque chose donc qui est réellement efficace, qui peut aboutir et qui peut faire capoter un projet. Mais pas véritablement, capoter, c'est-à-dire qu'un comité de quartier ou des membres actifs vont véritablement, encore une fois, aller au service de l'urbanisme, analyser les enquêtes d'incidence, relever les incohérences, relever les choses qui ne vont pas. Il faut déjà s'y connaître, il faut déjà pouvoir analyser tout ça. C'est quand même... Ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça reste une langue assez simple et généralement, les promoteurs vous font miroiter des enquêtes d'incidence où tout va aller bien, ça va être super, on va recycler les eaux usées, on va faire du... voilà, ça va être formidable. Et puis quand on gratte un peu, on se rend compte que c'est pas si beau que ça. Et lorsqu'on va dans les commissions de concertation, eh bien généralement dans les comités, chacun va soulever un problème. Quelqu'un va parler de l'eau, quelqu'un va parler, je ne sais pas moi, du parking, parce que ça c'est toujours un problème épineux. Chacun va donc développer, je sais pas, le fait qu'il n'y ait pas qu'il y ait trop d'ombre à cause des bâtiments qui sont trop hauts. Enfin, chaque problématique va généralement être défendue par un des membres. Et à la commission de concertation, il n'y a pas que des gens de la commune, il y a des gens de la région, il y a un architecte. Donc, il y a plusieurs personnes qui ensuite vont se réunir pour prendre une décision. Et les décisions, elles sont de trois ordres. Soit le projet est accepté, soit le projet n'est pas accepté, soit le projet est accepté sous contrainte. Mais est-ce qu'il doit passer par le comité de quartier pour être accepté, ou bien est-ce que la commune peut totalement vous passer outre? Non, le comité de quartier fait comme tous les riverains. À partir du moment où il y a une enquête publique, il envoie un courrier, chaque membre envoie un courrier nominatif à la commune pour dire quelles les objections que nous avons pu déceler en analysant les documents qui nous ont été fournis. Et ensuite, les personnes qui ont écrit sont généralement invitées à assister à la commission de concertation. Et lors de la commission de concertation, elles peuvent prendre la parole et développer les arguments qu'elles veulent mettre en avant. Mais ça reste un groupement d'habitants. Donc si il y a des projets où la commune ou la région n'en tiennent absolument pas compte. Alors c'est vrai que en général,
au bout de quelques projets, on a l'habitude, on sait sur quoi il faut assister, on sait où les problèmes vont se poser. Et donc, mais c'est vrai qu'à certains moments, il faut analyser l'évacuation des eaux. Enfin, bon, et c'est à vous de faire ça. On se retrouve dans cette situation-là. Et c'est un peu, je trouve, problématique parce que la commune, elle rend, son avis, mais on n'a pas d'aide de la commune. Et donc, on a juste la mise à disposition du projet à la commune. Et je trouve que parfois, c'est vraiment très compliqué. Enfin, Oui, quand on rentre dans les aspects très techniques, hein, lorsqu'on lit un rapport d'incidence, ça peut encore aller, mais quand on rentre dans des aspects très 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 techniques, effectivement, c'est complexe. Bon, on va en continuer à en parler parce que ça m'intéresse et que vous en parlez très très bien. On parlera vraiment de projets concrets par rapport dont vous vous êtes occupé. Mon quartier sur BX1 en DAB+. BX1. Et aujourd'hui, on est dans le quartier Calvoute avec Anne-Marie et Sylvie. Vous nous avez expliqué très clairement à quoi servait un comité de quartier. Maintenant, concrètement, ce que vous avez fait dans le quartier, je pense que vous avez fait pas mal d'actions. Il y en a une ou deux dont vous avez peut-être envie de nous parler. Historiquement, dans le premier comité dont j'ai fait partie, qui était Bourdon-Calvoute, au départ, nous avions une grande plaine dans laquelle il y avait des enfants qui venaient jouer au foot, il y avait des fruitiers, il y avait des noisetiers. Un bel espace vert qui était donc à la disposition de tous et sur lequel un projet immobilier est arrivé. Et le premier comité où je vous dis avec des pieds de plomb au départ, j'ai vu qu'il avait réussi à repousser ce projet. Voilà, parce que les observations ont été suffisamment fortes pour que la commission de concertation retoque le projet. Ce projet est revenu plus ou moins 5 ou 6 ans plus tard et a encore été repoussé. Et puis, il est revenu et ce coup-là, il a été adopté, mais nous avions gagné quand même grandement sur les gabarits, sur l'intensité du projet par rapport à ce qui était et avant. Donc vous vous positionnez contre les promoteurs à ce moment-là. On veut... En fait, il faut rester conscient que, bien sûr, on ne va pas être contre tous les logements, mais pas n'importe comment. Donc, par exemple, le projet au Bourdon, les promoteurs qui, évidemment, veulent gagner un maximum, ils demandent des dérogations pour monter. Pour avoir des bâtiments plus grands et chaque fois ils demandent des dérogations par rapport au quartier. Et donc ça c'est embêtant parce que alors il y en a un qui monte, puis il y a un autre bâtiment qui va être rénové, on le monte aussi et tout monte et on augmente les bâtiments, mais surtout aussi, c'est qu'on ne tient pas compte de la mobilité, on ne tient pas compte des services dans le quartier. Alors, augmenter, faire des nouveaux bâtiments parce qu'on a besoin de logements, on peut le comprendre. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, il faut avoir une vue globale du quartier. Alors, ça sert à rien de mettre plein de logements, mais pas de commerce. Bon, ça veut dire que tous les gens ou pas d'école, si les écoles sont saturées, si vous mettez de nouveaux habitants, ces nouveaux habitants auront fatalement des enfants qu'ils devront bien scolariser quelque part. Donc, amener de la population sans amener de services publics. C'est vrai que c'est intéressant. Vous pensez vraiment à tout par rapport à ça. Tout est lié finalement. Amener de la population sans créer suffisamment d'espace de parking pour que les gens puissent mettre leur voiture ou recevoir des amis le samedi soir. Pareil, ça n'a pas de sens. Ne pas suffisamment envisager de crèche, ne pas faire une antenne peut-être de police, enfin, tout ce qu'on peut envisager en termes de services publics. Si ça ne suit pas, ça pose véritablement problème. Et puis, il y a les voies, la circulation. C'est déjà problématique matin et soir dans l'état actuel des choses. Et il est évident qu'avec de nouveaux habitants, on ne va pas se leurrer, c'est quand même plus ou moins toujours 2 voitures par ménage. On sera saturé matin et soir. Le reste de la journée, ça va encore, mais et puis c'est la guerre du parking. Et donc, il y a eu le Bourdon. Il y avait autre chose qui vous a tenu à cœur et qui a fonctionné ? Il y a eu les Auprès qui ont aussi, on s'est battu pour diminuer le gabarit, mais il y a aussi des aspects dans tous ces projets beaucoup plus techniques. Alors, par exemple, au Auprès, à un moment donné, les premiers projets qui sont passés en commission de concertation, le bassin d'orage, c'était un tuyau. Et donc, Et donc, l'écoulement des eaux, c'est clair que quand on construit sur un terrain qui est
qu'il y ait une friche, l'eau s'écoule différemment quand le terrain il est bétonné. Donc en fait les quartiers en dessous se retrouvaient avec une quantité d'eau, des égouts avec un écoulement beaucoup plus important que prévu. Et donc c'est tous ces aspects-là qui sont parfois techniques. Alors, il y a eu à la maison de repos qui était envisagée du côté de la gare de Calvoute. Là, en commission de concertation, un habitant s'est rendu compte qu'en fait, comme la maison de repos était assez haute, tout l'air conditionné et tous les ventilateurs de la maison de repos étaient juste à côté de son appartement, quoi. Et donc, parce qu'il habite un building en arrière de la chaussée. Et donc, il a dit au niveau du bruit, attendez, c'est pas, moi j'ai jamais imaginé que j'aurais un boucan en permanence dès que j'ouvre ma fenêtre. Et donc là, le projet a carrément été raboté d'un étage. La maison de repos a dû diminuer sa grandeur. Et alors n'a pas été construite parce que c'était plus assez rentable. Est-ce que vous faites des choses aussi dans le comité de quartier, qui est plus de choses liées finalement au loisir dans le quartier? Est-ce que vous organisez vous faites je sais pas, les œufs de Pâques, vous faites venir Saint-Nicolas, vous faites Halloween, tout ça, non? Alors en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des repas du côté ancien d'Iway, donc du côté de la gare de Calvoute. Il y a le jour de la journée sans voiture. On mange, on organise des repas de voisins, quoi, on va dire. Ça, oui. Et il y en a de l'autre côté. Mais le problème de notre quartier, c'est la difficulté de passer d'un côté à l'autre des voies ferrées. C'est-à-dire qu'il y a 2 escaliers, mais qui sont impraticables avec une poussette, impraticable avec un vélo. Enfin, avec un vélo, c'est faisable, mais je l'ai fait, mais ça reste compliqué. Et c'est vrai que le quartier est vraiment coupé par ce chemin de fer. Mais ça, on va en parler. Justement, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est un aspect assez particulier de votre quartier, justement. Jusqu'à 16h30, baladez-vous dans les quartiers de Bruxelles sur BX1. BX1. Alors, ce qui est vraiment très intéressant dans ce quartier, c'est que c'est finalement un quartier qui est coupé en deux. 2 côtés, 2 ambiances. Vous habitez toutes les deux d'un côté du chemin de fer. Alors, parlez-moi de ça. C'est vraiment quelque chose, je crois, d'unique à Bruxelles. En fait, au départ, la chaussée, donc à la gare de Calvoute, il y avait un passage à niveau. Et donc, d'ailleurs, la chaussée d'Alsenberg passe d'un côté à l'autre de la gare. Moi, au début, je ne m'en suis pas rendu compte. Et donc, quand je cherchais le numéro un tel de la chaussée d'Alsenberg, entre autres, la poste était à l'époque de l'autre côté. Donc, je suis arrivée en 2003. J'ai cherché la poste et puis je prenais, en fait, la rue Engeland. Je croyais être sur le prolongement de la chaussée d'Alsenberg. Ouais. En fait, non, c'était de l'autre côté de la gare. Alors, j'ai cherché la poste. Elle était en face de chez toi. Mais ça, je ne savais pas. Donc, c'est marrant. Donc, ça veut dire que la chaussée d'Alsenberg, elle est coupée d'un côté et elle passe à travers... Elle passe le passage à niveau. Donc, c'est fou. Donc, en fait, quand on descend et qu'on passe sous le pont, c'est plus la chaussée d'Alsenberg alors? Non, on est sur la rue Engeland. C'est marrant, ça. Et il faut toujours expliquer ça aux gens parce qu'ils cherchent le numéro de la chaussée d'Alsenberg et ils sont pas du bon côté et ça, c'est un grand classique quand vous voulez vous faire livrer une pizza, les gens vous disent mais oui, chaussée d'Alsenberg, mais je vois très très bien, mais quand vous leur dites 1036, oui, pas de souci et tout, et puis au bout d'un moment ils vous appellent, vous disent excusez-moi de vous déranger, mais je trouve pas votre numéro, vous êtes où? Et voilà, et donc là il faut vraiment leur expliquer l'historique, le passage à niveau, et le fait que la chaussée d'Alsenberg est tout droit et qu'il faut donc faire un tour par l'arrière. C'est vrai que c'est une aberration quand on y pense. Et ce petit tronçon où moi j'habite, il est méconnu et donc voilà, c'est vraiment un truc que personne ne connaît et il y a toujours plein de gens qui courent après, donc voilà. Et alors, donc il y a eu un passage à niveau qui a été enlevé, évidemment, dans les années 60, je crois, quelque chose comme ça. Oui. Et donc, après, il y a 2 tunnels qui passent. Un tunnel pour passer d'un quai à l'autre, qui est géré par la SNCB, et l'autre qui est géré par la commune. Mais ce sont des passages qui sont peu éclairés, qui sont assez crado, qui puent, enfin bon, bref. Mais on peut pas
moi je pondère un peu la chose en changeant. C'est vrai, il y a des gens qui vont pisser, il y a parfois des petits dépôts d'ordures, il y a des petites choses, des lampes qui sont déglinguées, mais la commune ne peut pas mettre un policier dans chaque tunnel. Et donc, voilà, il n'est pas non plus si criminogène que ça. Voilà, c'est pas simplement pas pratique si on a une poussette, un vélo, quelque chose de cet ordre-là. Il est parfois plus simple de faire carrément le tour par la rue Engeland, même si ça prend du temps. Mais c'est trouver une autre solution pour franchir et pour rapprocher les deux côtés de la gare. C'est vrai que moi, le tronçon dans lequel j'habite, finalement, c'est juste, il y a quasiment qu'un côté où il y a des maisons. Au tout début de l'autre, il y a quelques maisons de l'autre côté, et on est vraiment on a vraiment un petit bois en face de chez nous. Ouais. Donc voilà, c'est un tronçon assez sympa. Quand moi je suis arrivé, je faisais partie des jeunes. Maintenant, je fais partie des vieux. Et c'est vrai que la sociologie a fort changé, puisqu'il y avait quand même pas mal de personnes âgées qui sont soit mortes, soit parties aux maisons de repos, et que il y a beaucoup de jeunes ménages qui sont venus s'installer, qui ont amené une autre dynamique, un autre esprit dans le quartier, souvent avec des jeunes enfants qui maintenant commencent à être déjà un peu plus grands. Et l'ambiance a changé. La mer à boire s'est installée de l'autre côté. Il y a quand même le quartier s'est redynamisé alors qu'il dormait un peu. Et de l'autre côté, je crois qu'on ressent aussi cela. Oui, donc du côté de la gare, nous on s'est battus donc pour créer un passage plus facile, ne fût-ce que pour les vélos, parce qu'autrement actuellement, donc il y a une école de l'autre côté, d'un côté, donc du côté. Ça on parlera des écoles après, ouais. Mais donc et donc il y a pour faciliter le passage, on s'est battu donc auprès de la commune. Il y a eu un premier projet de passerelle. Puis la commune s'est rendu compte que si on voulait faire une passerelle pour des vélos, il fallait monter très haut parce que maintenant les voies de chemin de fer et les câbles, les câbles, sont les très caténaires hauts, sont très hauts. Ce qui fait qu'il fallait monter très haut, donc c'était impossible. Alors ils nous ont proposé un ascenseur de chaque côté donc on montait en ascenseur, on passait la passerelle et on redescendait de l'autre côté. Nous on leur a répondu si l'ascenseur est en panne, on est quand même oui, mais enfin c'est quand même pas mal de l'avoir, parce que comment ça se passe pour les gens par exemple à mobilité réduite? C'est pas évident, ils n'arrivent pas à passer d'un côté à l'autre. Ils sont obligés de prendre une voiture et de descendre et de remonter de l'autre côté. Parce que vous me parlez de poussette, vous me parlez de vélo, mais franchement, quelqu'un qui est en chaise roulante... c'est l'horreur. Ne franchira pas s'il ne passe pas en voiture avec un tiers. Donc à ce moment-là, finalement, l'ascenseur, un ascenseur peut tomber en panne, mais bon, c'était pas mal comme idée, non? En fait, le problème, c'est que, ça allait coûter très cher. Oui, c'est un dispositif très onéreux quand même. Et deux, peut-être un peu inutile. Et donc, actuellement, maintenant, le projet qui a été retenu, et qui va se faire d'ailleurs, on a réussi, c'est élargir le passage sous les voies et faire des pentes, de manière à ce que et les PMR, et les vélos, et les poussettes puissent passer par en dessous, et assez large, de manière à ce que toutes les différentes, les personnes avec différentes difficultés de mobilité puissent passer sans aucun problème. Et donc ça va se faire maintenant ici dans les prochains mois ou. Mais moi je suis pas un spécialiste, mais donc vous parlez des pentes. Vous pensez que quelqu'un qui est par exemple en chaise roulante pourra facilement remonter de l'autre côté à la force du poignet? Je veux dire, c'est sans aide. Normalement, c'est pas évident. Normalement, c'est prévu pour. Oui. Normalement, c'est prévu pour. Maintenant, ça reste... on n'a pas vu encore concrètement. On doit rencontrer les chemins. Il faut penser à qui tout doivent dans ces cas-là, si on veut vraiment que ce soit pratique. C'est clair, c'est clair. Mais là, actuellement, c'est l'horreur. C'est vraiment... il faut prendre une voiture pour passer de l'autre côté. Mais il faut savoir qu'il y a une consultation au aîné de l'autre côté. Il y a une école. Et donc, chaque fois, les gens, ils se débrouillent comme ils peuvent pour passer d'un côté à l'autre. Mais c'est mal fichu, quoi. Oui. Pour les mamans avec des poussettes, c'est vraiment la galère, quoi. Ça, on va en parler parce que c'est quelque chose que je trouve assez intéressant et surtout particulier. Mon quartier sur BX1. Moi, je reste fasciné par ce quartier Calvoute qui est vraiment coupé en deux, avec la chaussée d'Alsenberg qui est clairement coupée aussi et qu'on a du mal à retrouver de l'autre côté. Vous me disiez d'ailleurs qu'il y avait deux côtés, c'était deux ambiances, c'était deux styles, même de gens différents. Alors, expliquez-moi les différences.
Mais du côté de la gare de Calvoute, il y a d'un côté la chaussée d'Alsenberg donc qui arrive, mais il y a aussi le Diewe et l'ancien Diewe, Oui. qui sont le Diewe est plutôt plus bourgeois avec des maisons plutôt 4 façades. Tandis que l'ancien Diewe, ça c'est donc où j'habite, c'est une petite rue avec toutes des maisons mitoyennes. Et là, il y a vraiment une ambiance de village. Mais l'ancien Diewe, c'est entre la chaussée d'Alsenberg et le Diewe, alors c'est... Oui, en fait, quand on est dos à la gare de Calvoute, qu'on a en face de soi le Diewe sur la droite et l'ancien Diewe, et en fait, c'est 2 rues qui se rejoignent. Elles forment un ovale entre les deux. Et elles se rejoignent un peu plus haut sur le Diewe. Et l'ancien Diewe, c'est vraiment un village. En fait, quand moi j'ai emménagé, il y avait un médecin qui habitait dans la rue. Et donc j'ai été chez le médecin pour un bête problème de santé en me disant je vais découvrir le médecin. Et en fait, c'était assez comique parce que mes filles avaient 10 ans. Et alors, il m'a expliqué, à tel numéro, les enfants, ils ont à peu près le même âge que les vôtres. À tel numéro, les enfants sont plus âgés. Ils peuvent faire du babysitting. À tel numéro, c'était vraiment comique. Je rentrais dans un village, quoi. Il y avait une petite pharmacie, un café, et il y avait un magasin d'alimentation à l'époque. Maintenant, il n'y a plus. Enfin, il y en a un autre. Je n'ai pas connu, moi, le magasin, je pense. En tout cas, je ne l'ai pas fréquenté, je ne me dis rien. Et donc voilà, c'était une ambiance de plus de quartier, mais un peu... l'ancien Diewe, tout le monde se connaît. C'est vraiment un village. Et donc, moi, ça me rassurait parce que ça veut dire que si mes enfants avaient le moindre problème, elles connaissaient tous les gens de la rue. Les gens se disent bonjour. Et le bout de la chaussée d'Alsenberg, non, la chaussée d'Alsenberg qui arrive vers la gare, ça fait partie de Calvoute aussi. Oui. Alors là, c'est une autre population. Ça, c'est plutôt des appartements. C'est moins... C'est moins bourgeois. C'est moins bourgeois. C'est moins bourgeois, on va le dire comme ça. C'est plus bigarré, c'est plus mitigé. Il y a plus de personnes d'origine étrangère. Voilà. Et quant à moi, le côté où moi j'habite, ce sont des petites maisons ouvrières. Il y a 2 types de maisons, et ça j'ai appris. Il y a les maisons bourgeoises et les maisons ouvrières. Et la différence entre les maisons bourgeoises et les maisons ouvrières, c'est que dans les maisons ouvrières, vous rentrez de plein pied, vous n'avez pas de couloir. C'est ce qui faisait la différence, puisque la plupart de ces maisons datent pour l'essentiel de la fin du 19e. Vous m'apprenez quelque chose. Écoutez, moi-même je l'avais appris et j'avais trouvé que c'était rigolo, donc voilà. Et donc la sociologie, elle est plus, historiquement, elle était effectivement moins bourgeoise aussi. C'était plus des petites maisons avec un étage, parfois un 2e étage mansardé, mais souvent le 2e étage était inoccupé. Et les gens qui ont acheté ont souvent rallongé un peu les maisons, puisqu'elles disposent quasiment toutes d'un jardin ou d'une cour. Et maintenant, certains n'ont plus beaucoup de jardin, puisqu'ils ont justement ajouté une pièce au rez-de-chaussée, et parfois même construit sur cette pièce pour agrandir au niveau de l'étage. Et c'est une sociologie plus bobo maintenant qu'on a chez nous. Oui. On a des journalistes, on a des gens qui travaillent dans le social, un régisseur de théâtre... on est plus sur ce public-là. Et quoi, vous pensez que c'est plus que... Bon, je sais qu'on a quand même pas mal construit aussi, même quand on voit, quand on descend, il y a le pont, donc la rue Engeland, il y a le pont, puis de l'autre côté, là, on dirait qu'on a construit pas mal de nouveaux appartements assez luxueux quand même. À la plaine du Bourdon, là. Oui, c'est la plaine du Bourdon. Oui. Et donc, vous remontez la chaussée d'Alsenberg, c'est la partie qui va... Et on retourne vers le ski-lavabo, c'est ça? Voilà. Du Bourdon au ski-lavabo, c'est la chaussée d'Alsenberg. Voilà, en fait, il y a eu 2 projets immobiliers sur cette plaine du Bourdon. Il y a eu un projet immobilier qui était porté par la région, qui était un projet de logement moyen et social, et un autre projet qui était porté par Bouygues, et qui était un projet d'appartements qui coûtent cher et qui sont jolis. Voilà, c'était un peu ça le délire. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que les deux... il y a donc un ensemble de deux types d'immeubles sur la plaine, et ils sont séparés par une grille. On ne passe pas d'un projet à l'autre. Les jardins extérieurs sont séparés et on ne se mélange pas. Et quoi? Et donc le côté où vous êtes finalement, donc ce côté-là est devenu finalement plus chic maintenant avec le temps? Il s'est un petit peu embourgeoisé, un petit peu boboisé, mais plutôt encore une fois avec des gens qui n'ont pas des revenus de dingue, qui travaillent plutôt, encore une fois,
fois dans le secteur culturel et social. On va dire pas mal de gens, une institutrice. Et vous avez vu une différence par rapport à ça? Vous êtes là depuis 26 ans. Oui. Donc vous me disiez qu'au début il y avait pas mal de personnes assez âgées. Et quoi? Donc ça veut dire que quand vous êtes arrivé, c'était un quartier qui était moins branché, qui était peut-être moins cher aussi. Ah oui, c'était un quartier qui était nettement moins cher, qui n'était pas branché du tout. C'était Luc des pauvres un peu, et quelque part. Ah oui. Oui, on n'était pas du tout le même public que la Chaussée de Saint-Job, que le Diouec, que Fort-Jacot, que tout ça, quoi, ou que du côté de la maison commune, de l'ancienne maison communale. Non, c'était un quartier beaucoup plus populaire. Il y avait même des ouvriers, enfin voilà, il y avait de tout. Mais Anne-Marie, vous me disiez que vous sentiez vraiment une différence importante entre les gens qui habitaient d'un côté et les gens qui habitaient de l'autre. C'est encore le cas maintenant, vous sentez Au niveau de l'ancien Diouech, non, c'est un peu la même population. Le Diouech, oui. Dès qu'on passe un peu plus haut le Diouech, ça devient la maison 4 façades avec un grand jardin tout autour. C'est chic, c'est riche là. Et des barrières, et les gens ne se parlent pas entre voisins. Hein. À mon avis, ils ne se voient jamais. L'ancien Diouech, c'est plutôt la même population maintenant que de l'autre côté. C'est plutôt des familles avec enfants. Du côté de l'ancien Diouech. Oui, mais chez nous aussi maintenant, Ouais. ce sont principalement des jeunes familles. Enfin, nous, tous les nouveaux voisins qu'on a et qu'on connaît, et qui... Il y a un esprit quartier qui s'est instauré, qui n'existait peut-être pas avant. Les personnes âgées... De votre côté, alors? De notre côté. Alors, qui existait déjà du côté de chez Anne-Marie, mais qui était moins présent chez nous. Tous ces jeunes couples regardent parfois des matchs de foot ensemble, les gosses vont jouer les uns chez les autres. Il y a quand même une dynamique qui a changé, et moi je trouve que le quartier est plus sympa. Il y a les apéros qui se sont installés sur la plaine du Bourdon, qui avaient lieu le vendredi soir. Ça mine de rien, ça draine. Ça, on va en parler de toute façon, Ça justement, draine pour du reparler monde, un petit peu de cette vie de quartier. 15h, 16h30, mon quartier de Bruxelles sur BX1 avec Xavier Van Doren. Alors cette gare, on en a parlé, et justement, c'est intéressant, est-ce que cette gare, elle sert vraiment à quelque chose? Est-ce que les trains s'y arrêtent ou ils font qu'y passer? Non, je vous rassure, ils s'y arrêtent, et c'est une gare qui dessert la gare du Midi. Il y a beaucoup de gens qui prennent le train. Moi, je prends le train tous les jours pour aller travailler, et je l'ai pris à des horaires variés. De dire, je l'ai pris à 7h, j'ai pris à 7h30, je l'ai pris à 8h, à 8h04, à 8h26, et il y a au moins 50 à 60 personnes à chaque fois. Donc c'est une grosse gare. C'est bien. Et vous mettez combien de temps pour la gare du Midi? 7 minutes. C'est cool quand même. Hein. Ça, franchement, c'est Il imbattable. n'y a pas mieux. C'est imbattable. Mais pour aller même pour aller faire des courses en ville, vous descendez gare centrale et vous avez 5 minutes à pied. Je vous défie d'aller aussi vite en voiture, impossible. Sachant que en plus vous devez passer le même temps, si pas plus, pour trouver une place de parking. On est bien d'accord. Et vous serez loin parfois de votre destination finale. Donc le train, pour moi, moi je trouve que c'est très bien. Alors, le train, c'est pas parfait. Aujourd'hui, je devais venir en train, par exemple, et bien le train est annulé parce qu'il y a des travaux. Mais on a toujours tendance à voir un peu toujours les trains qui sont en retard et à oublier que la plupart du temps, ils sont quand même là et à l'heure. Donc, Calvoute est un quartier extrêmement bien desservi par les transports en commun, puisqu'on a des bus, on a des trams, on a une deuxième gare au Moonsberg qui n'est pas extrêmement loin si on veut plutôt aller du côté Delta, Etterbeek, etc. Donc, on est quand même extrêmement bien desservi, en tout cas de mon point de vue, moi qui n'ai pas de voiture et qui suis une utilisatrice exclusive des transports en commun, je trouve que j'ai une chance de dingue d'habiter là. On ne peut pas mieux vendre le quartier que Voilà. la façon dont vous venez de le faire. Oui. Alors, c'est vrai qu'au niveau du train, c'est génial. Au niveau du tronçon, en fait, de la gare de Calvoute jusqu'à Globe, là, la chaussée d'Alsenberg est assez étroite. Et donc là, il y a souvent des embouteillages avec le tram 51 ou le bus qui doivent se croiser, mais ils ne savent pas se croiser. Il faut vraiment que le bus puisse se mettre sur le côté pour que le tram passe, autrement ils ne savent pas se croiser. Et là, c'est quand même sujet à fameusement des embouteillages. Il est parfois plus rapide d'aller à pied et de dépasser le tram 51 qui est bloqué que de prendre le tram. Mais bon, c'est vrai que
Aux heures de pointe, oui. Surtout le soir. Le soir, c'est vrai que parfois c'est l'enfer. S'il y a un bus devant, un 51, que ça n'avance pas et que ça coince en bas à la chaussée de Saint-Job et que tout reste bloqué sur la rue Engeland, oui, parfois c'est vrai que c'est pénible et il m'arrive parfois de descendre avant pour rentrer à pied chez moi. Ça, c'est exact. Est-ce qu'il y a beaucoup d'écoles dans ce quartier ? Alors oui, il y a l'école de Calvoute, donc qui est du côté de chez Sylvie, donc de l'autre côté de la gare. Donc les enfants passent en dessous de la voie ferrée par le tunnel pour aller à l'école. Il y a l'école de Calvoute. Alors il y a à la plaine du Bourdon, il y a une école néerlandophone. Il y a le lycée néerlandophone, enfin l'école, l'Athénée néerlandophone. Il y a une petite crèche néerlandophone qui n'est pas très loin non plus. Tout à fait. Il y a une école néerlandophone au Bourdon aussi. Il y a une école catholique. Il y a... Dedans, il y a tout ce qu'il faut. Parce qu'on parlait de justement cet afflux de nouveaux arrivants. L'école de Calvoute s'est agrandie il y a peu, mais elle est déjà à nouveau saturée, d'autant qu'il peut y avoir des gens de la périphérie qui viennent mettre leurs enfants ici, des gens qui sont en région néerlandophone. L'école de Calvoute sera une des premières sur leur route. Donc il y a toujours ce problème, il n'y a toujours pas assez de place dans les écoles. En tout cas, si la communauté néerlandophone est extrêmement bien représentée, pour ce qui est francophone, c'est moins bien. On est après, il faut aller plus loin, il faut aller au Val-Fleury, enfin voilà, on va beaucoup. Il y a aussi au Dieweg une école primaire. Et donc il y en avait deux, maintenant il n'y en a plus qu'une. Il y en avait une un peu plus loin. Mais là, de ce point de vue-là, ça a toujours été un problème quand les Hauts-Prés quand le projet immobilier des Hauts-Prés est arrivé. On avait déjà tiré la sonnette d'alarme là-dessus sur l'école, quoi. Donc, mais je pense que ça, l'école, c'est un problème un peu partout avec les priorités, voilà, ça c'est. Mais chez nous, c'était quand même relativement crucial aussi. C'est un enjeu assez crucial de notre quartier. Et c'est vrai que c'est récent qu'ils ont doublé les classes. Avant, il y avait une classe par année primaire. Maintenant, il y en a deux à l'école de Calvoute. Oui, puisqu'il y a tout un terrain qui a été bâti avec différents bâtiments pour agrandir l'école. Mon quartier sur BX1. Et avant d'aller vers le top de 16h, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de la nature. Je suppose qu'il y a quand même une grande proximité par rapport à la nature chez vous, non ? Oui, on est pas mal lotis de ce point de vue-là non plus. En face de chez moi, il y a donc un terrain qui s'appelle le Keienbemt. Et donc c'est assez grand. Il y a aussi des petits potagers qui jouxtent ce Keienbemt. C'est un espace où il y en a même des potagers à l'intérieur. Donc c'est un bois dans lequel on peut se balader. De l'autre côté de la plaine du Bourdon, il y a le Kinsendal Krikenput, qui est aussi un terrain qui lui est classé Natura 2000. Donc, et il y a une plaine de jeux là. Et il y a une plaine de jeux là. Et encore, moi, au début où j'habitais ici, il y avait donc en plus la plaine du Bourdon en bas qui n'était pas bâtie. Et il y avait aussi tout le front de la gare de Calvoute, où il y avait une ancienne usine désaffectée et où tout le reste, c'était des prés, c'était de la prairie qui allait jusqu'au bois du Keienbemt. Donc, on a toujours des espaces verts, mais malheureusement, ils se restreignent et il faut continuer à lutter pour les défendre. Il y a quand même pas mal de... Quand on voit, vous êtes quand même dans une partie, je trouve, de Bruxelles où il y a un peu de nature de tous les côtés. Il y a quand même pas mal d'arbres, il y a quand même pas mal de verdure, non ? Oui, alors Uccle est une des communes les plus vertes, je pense, de la région bruxelloise. Notre quartier est moins bien loti que d'autres quartiers uclois, mais surtout, au fur et à mesure... Vous êtes dur, quand je vois le Dieweg, quand je vois tout ça, je trouve que c'est plutôt pas mal quand même. Oui, on est au bout du Dieweg, hein, on est vraiment... Mais ce qu'il y a, c'est que les promoteurs, par exemple, ils ont vendu les hauts prés. Alors avant, il y avait effectivement des prés, et puis maintenant, il n'y en a plus. Alors, les publicités, chaque fois pour les promoteurs, c'est la nature près de chez vous. Le problème, c'est quand le bâtiment il est construit, il y a beaucoup moins de nature. Il y a plus de nature. Mais bon, voilà. Oui, il y a des accès, mais il faut les défendre tout le temps, parce que maintenant, au niveau du Keienbemt, il y a tout un projet où on peut se déplacer vraiment... avec un petit ruisseau qui coule et tout, et il y a des projets immobiliers dessus.
Et il est déjà 16h, il y a une nouvelle émission qui passe très très rapidement. Nous sommes toujours à Calvoute et on y est avec Anne-Marie et Sylvie. Je voulais vous parler un petit peu de ce quartier qui est un quartier de plus en plus branché. Est-ce qu'on y retrouve quand même une vie de quartier? Est-ce qu'il y a des fêtes de voisinage? Est-ce qu'il y a des braderies, des brocantes? Est-ce qu'il y a des occasions pour les gens de se retrouver? Des braderies, des brocantes, non pas tellement. Des fêtes de quartier, non plus. Dans mon quartier, en tout cas, pas. Par contre, comme disait Anne-Marie pendant la pause, l'école du quartier organise une brocante et draine et génère un grand passage. Et quant à la vie de quartier, je dirais qu'elle a beaucoup été amplifiée par les apéros du Bourdon. Et ces fameux apéros du Bourdon qui ont lieu le vendredi soir, où les riverains, au début, allaient un petit peu doucement, et puis les habitudes se sont prises, et avec le beau temps, il n'est pas rare qu'il y ait quand même une centaine de personnes qui soient sur le... Sympa, ça contribue vraiment à la vie de quartier. C'est sympa, ça rapproche les gens. Les gens, en plus, on peut manger, on peut boire un coup, on peut rester, les enfants jouent ensemble. Donc voilà, ça a pas mal contribué à créer du lien aussi dans la vie de quartier. Et au niveau de tout ce qui est vie culturelle, est-ce qu'il y a quelque chose qui existe dans le quartier vie culturelle, ou est-ce qu'il y a peut-être même des musées, des expos? Alors, en fait, il y a le centre culturel néerlandophone Het Huis qui s'est installé il y a quelques années. Oui, 4-5 ans. 4-5 ans dans le quartier. Avant, c'était le Kandelaarhuis qui était avenue Bruckmann, donc qui était tout à fait ailleurs sur Uccle. Et ils se sont installés, donc il y a une salle de cinéma, mais c'est un centre culturel néerlandophone qui est ouvert à tout le quartier. Ils ont d'ailleurs fait plusieurs animations, on était à l'inauguration, ils invitent, ils sont très ouverts sur le quartier. Et sur les francophones, on va dire ça comme ça, puisque quand ils sont... concrètement, avant d'ouvrir, ils avaient fait des rencontres avec les riverains en leur demandant qu'est-ce qu'ils souhaiteraient trouver dans cette maison de quartier. Et donc voilà, ils avaient été assez ouverts sur les francophones. Ça reste un centre néerlandophone, mais avec une forte ouverture sur le quartier. Voilà. Oui. C'est bien ça. Et donc il y a possibilité de jouer au ping-pong, il y a de la peinture, enfin vraiment, on peut louer des salles. Le comité de quartier a loué des salles pour faire ses réunions, voilà. Il y a un jeune rappeur bruxellois, Zwangere Guy, qui est venu aussi. Donc, comme toujours, les néerlandophones sont assez chauds sur ce qui est culturel et proposent des choses pointues. Régulièrement, des jam sessions. Donc, de ce point de vue-là, ça a amené vraiment un petit plus dans le quartier qui sommeillait quand même nettement plus avant l'arrivée de Het Huis. D'autres choses au niveau culture? Parfois, il y a des petits musées qui sont cachés, qu'on ne connaît pas. Il y en a un, mais lui, il est à Drogenbos. Mais il y a un petit musée, le musée Félix Apsch, qui est à Drogenbos et qui fait de l'art contemporain. Et que ça vaut quand même le coup d'aller y jeter un œil de temps en temps. Non, c'est sympa d'en parler, on parlera peut-être pas de Drogenbos. C'est un chouette petit musée qui n'est pas véritablement à Calvoute, mais qui est dans la zone, qui n'est vraiment pas loin. En deux coups de pédale, on s'y retrouve. Donc, voilà. Non, il y avait aussi le comité de quartier durable, où c'est un peu les mêmes personnes, mais les personnes ont visé plutôt un travail par rapport à la verdurisation du quartier. Et là, il y en a qui ont proposé des stages pour les enfants. Il y a eu des activités, mais malheureusement, toutes ces activités se sont arrêtées avec le Covid. Et ils ont du mal on a du mal à remettre en place les activités. C'est vrai. Ça vous a fait, même donc à ce niveau-là, ça a fait du tort. Ah oui. Parce qu'en fait, les réunions ne pouvaient plus se réunir. Les activités qui avaient été prévues ne pouvaient plus se faire. Oui, il y a eu un net arrêt de toutes les activités. Et quoi, depuis le temps que le Covid, maintenant, on commence à l'avoir un peu dans le rétro, donc c'est plus quelque chose... les choses n'ont plus pu se remettre en place. Ça dépend vraiment. La vie d'un comité de quartier, ici, la partie durable du comité de quartier, fonctionne vraiment avec les disponibilités des gens. C'est-à-dire que si on a une personne assez dynamique ou 2 ou 3 personnes assez dynamiques qui proposent des choses, alors ça se fait. Et les autres vont suivre, soutenir. Mais il faut toujours qu'il y ait un leader, une tête de pont, ou au moins 2 personnes qui soient moteurs, parce que
Comme on l'évoquait tout au début de l'émission par rapport au comité de quartier, oui, il faut se réunir, oui, il faut prendre sur le temps privé, oui, il faut trouver un espace pour le faire. Généralement, c'est chez soi, chez un des membres. Donc, il faut recréer des échéances, parce que si on se dit oui, on va faire ci, on va faire ça, mais qu'on ne met pas d'échéance et qu'on ne met pas un qui fait quoi et quand, les choses n'avancent pas. Et donc, de ce fait, je pense que le Covid a été un coup d'arrêt, mais dans tous les pans de la société, sur plein de choses, et que même si on a redémarré, c'est peut-être un peu plus difficile les gens ne se retournent pas forcément vers du collectif, en tout cas. Le Covid a fait en sorte que les gens ont parfois réfléchi à leur situation, à ce qu'ils faisaient, à plus d'intériorisation, et d'ailleurs on le voit sur le marché de l'emploi. Mais je pense que ça a parfois un peu miné ces enjeux collectifs, et que pour les comités de quartier qui donc dépendent parfois d'une ou deux personnes qui vont vraiment mettre de l'énergie, qui vont impulser, si ces personnes se retirent, eh bien souvent ça somnole et ça se délite un peu, quoi. Qu'est-ce qui pour vous pourrait être amélioré actuellement dans le quartier? Qu'est-ce qui n'est pas encore top? Qu'est-ce que vous aimeriez voir changer? Qu'on arrête justement tous ces projets urbanistiques qui poussent tout le temps et qui grignotent les dernières dents creuses de verdure qu'on a. Peut-être un petit peu plus de commerce, par exemple, puisque ça, on n'en a pas encore parlé, on va en parler après, ouais, c'est intéressant. Ça, ce serait pas mal. On peut faire justement une transition là-dessus. Donc, comment ça se passe au niveau des commerces? Est-ce qu'il y a des commerces qui manquent? Est-ce qu'il y a des commerces qui sont trop présents? Parlez-moi un petit peu de ce qui existe dans votre quartier. Pendant longtemps, il n'y avait pas grand-chose en termes de commerce alimentaire. Il y avait une petite supérette en bas, un petit peu après la plaine du Bourdon, chez Prima. Et c'était à peu près le seul point de vente qu'il y avait dans le quartier. Et puis, lorsque la maison de repos était reconstruite, il y a eu un petit carrefour qui s'est installé juste en face de la gare, qui est vraiment, lui aussi, draine pas mal, qui est pas loin de l'école, qui est pas loin de la gare, qui lui draine pas mal de gens. De l'autre côté, de ton côté, il y a eu la mer à boire qui s'est installée. Il y a Miette, donc un commerçant, une épicerie bio. Il y a eu un moment Charlotte, un restaurant chez Charlotte, mais qui n'a pas fonctionné. Donc, qu'est-ce qui manque actuellement au niveau des commerces? Une boulangerie, ça devient dur de trouver des boulangeries. De plus en plus dur, de plus en plus de gens les boulangeries se ferment et n'arrivent pas à se reconstituer. Les gens n'ont plus envie de faire ce genre de boulot. C'est dur. Hein. Voilà, une bonne boulangerie avec du pain au pain au levain, ça ce serait top. Mais moi je dirais aussi la possibilité de faciliter. Enfin, moi je mise beaucoup sur ce passage en dessous des voies. Ça permettrait de fluidifier. J'ai l'impression que les deux parties du quartier restent de leur côté et qu'il y a beaucoup moins d'échanges. Enfin, moi j'ai l'impression, maintenant, on sort de l'hiver aussi. Hein, non, d'accord, mais je comprends. C'est-à-dire, cette voie, elle est vraiment, il faut la passer chaque fois. Et c'est vrai que chacun reste de son côté et que même le type de gens peut être un peu différent d'un côté ou l'autre. Et ça, c'est dommage. Alors, du côté de la gare aussi, il y avait des projets entre autres, un autre bâtiment Horeca, enfin, qui avait une destination d'Horeca, mais le bâtiment a brûlé. Donc, et ça, c'est vraiment dommage parce que c'était c'était la gare historique, c'était la première gare. Donc, c'était un bâtiment qui avait énormément de cachets. Et ça, c'est vraiment dommage. Et le bâtiment a brûlé. Donc, maintenant, ils viennent de l'enlever tout à fait. Donc, il y a un espace qui est vide pour le moment. Il va avoir la création de la fameuse rue du Wagon qui actuellement n'existe que sur les plans et qui va permettre aux bus de passer par là et de désengorger la partie chaussée d'Alsenberg entre Calvoute et Globe. Et donc, et là aussi, il y aura la possibilité de se promener. Voilà, tout est prévu pour que les gens puissent se promener de manière agréable. Mais donc c'est sympa, ce sont des bons projets. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et on s'est d'ailleurs battu pour cette rue depuis plus de 2 ans. Mais ce que je retiens, alors au niveau des commerces, je ne parle pas des restos, je parle juste des commerces. Ce qui manquerait, c'est quoi? C'est une boulangerie. Alors on va me dire comme partout, je sais pas, un poissonnier, une boucherie, un fromager. Il y a eu une boucherie, mais qui n'a pas tenu le coup. Ça avait été racheté. Mais c'est pas grave, vous pouvez continuer à parler. Désolé. Mais qui n'a pas tenu le coup. Ça avait été repris par un jeune, mais qui
Le problème aussi, c'est que les gens ont quand même pris l'habitude d'aller faire leurs courses dans les grandes surfaces et que quand un commerce s'installe, un commerce qui fait que du poisson ou que de la viande, c'est difficile. Il faut amener une plus-value en plus. Il faut amener soit du qualitatif en plus, soit faire un peu traiteur en plus, mais c'est très difficile sur une zone de chalandise qui n'est quand même pas extrêmement large de pouvoir pérenniser une activité commerciale. Par contre, je sais par exemple, une bonne boulangerie, je sais que ça drainera du monde. Bara, Place Saint-Job, il y a quand même beaucoup de monde qui habite, hein, donc ça amène du monde. Le pain, ça mobiliserait, je pense, des gens. La viande, je ne sais pas. Les gens ont quand même pris l'habitude d'acheter leur viande, leurs légumes, pas mal de choses, malgré la présence de miettes. L'épicier bio, il y a quand même beaucoup de gens qui continuent à fréquenter le Deleuze-Bercel ou les grandes surfaces les plus proches, quoi. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'avant le Covid, il y avait plusieurs restaurants. Mon quartier sur BX1. Bon, on arrive tout doucement à la fin de l'émission et pourtant on a encore plein de choses à se raconter. Une des choses dont on n'a pas encore parlé et que j'adore, c'est la partie Horeca, bien évidemment. Vous vouliez me parler de restaurants, eh bien c'est le moment. Alors oui, avant, il y avait plusieurs restaurants dans le quartier. Allez-y, vous pouvez continuer à parler. Il y avait plusieurs restaurants dans le quartier et ils ont fermé. Au moment du Covid, il y en a plusieurs qui ont fermé. Chez Charlotte, il y avait une pizzeria, il y avait un petit restaurant. Un petit traiteur italien. Il y avait avant la mer à boire, c'était un restaurant. Oui, le quai. Il y avait aussi la qualité avait baissé, ça aussi. Oui. Il y avait aussi sur la chaussée d'Alsenberg, plus loin dans la chaussée. Les Marronniers. Non, ça fait longtemps que c'est très longtemps que c'est fermé. Ça. Il y a un autre. Le Miss Verstand. En face de Miss Verstand, un peu avant, en face de Miss Verstand. Un Italien aussi, oui. Qui a aussi fermé. Enfin bon, donc il y en a beaucoup moins. Et pourtant, il y a la possibilité. Il y a plein de gens qui habitent là-bas. C'est des gens qui aiment bien aller au resto. Bon, il y en a quand même qui sont des institutions. On voit le Ski Lavabo à Calvoute. C'est quand même un resto qui est quand même qui est toujours plein, qui existe depuis longtemps. Lui est tout le temps plein. Oui. Ça, c'est vraiment le gros marqueur quand tu veux dire. Quand moi, je veux expliquer où j'habite. Je dis souvent que c'est à côté du Ski Lavabo et comme ça, c'est parce que c'est le premier, c'est l'historique. Et ça, les gens voient immédiatement. Sinon, il y a la branche d'Olivier, mais qui est beaucoup plus loin déjà. Mais bon, donc qu'est-ce que vous voulez dire par là finalement? Qu'il y a un manque au niveau des restaurants actuellement? Oui, ce serait pas mal d'avoir. Il y a le petit couscoussier chez Hassan, quand même. Heureusement qu'il est là, lui, parce que lui, il nourrit aussi les jeunes, il nourrit aussi les gens le vendredi soir qu'on a la flemme de faire à manger. Et c'est une friterie aussi. C'est un quartier qui devient assez dense finalement. Il y a quand même beaucoup de gens qui habitent dans ce quartier, donc il doit y avoir une demande. Et puis c'est des gens qui ont quand même, pour la plupart, un peu de moyens. Donc c'est des gens qui peuvent aller au restaurant. Tout à fait. Quand les Hauts-Prés ont été bâtis, ils ont prévu des zones commerciales, enfin des emplacements commerciaux en dessous donc des appartements. Donc il y aurait la place d'y mettre des commerces de toutes sortes, dont des restaurants, mais ces espaces commerciaux demeurent désespérément vides. Ah bon? Ah oui. Ah oui, donc ils ont du mal à être remplis. Oui. Ils sont carrément pas remplis. Il y a maintenant étonnant, un coiffeur, il y a un assureur, mais il n'y a pas vraiment pas grand-chose, quoi. Et moi aussi, ça m'a laissé un petit peu perplexe, j'ai étonné de voir que quand même, parce qu'il y a une forte densité, les Hauts-Prés, c'est combien? Ça doit être 300 ou 400 appartements. Il y a des petits, il y a des grands, mais ça fait quand même du monde. Et donc, une sandwicherie ou un petit resto qui ferait même des plats à emporter pour les gens le soir, c'est une formule qui pourrait trouver son public dans la zone, en tout cas. Parce que c'est un quartier qui n'a fait que s'améliorer, c'est un quartier qui devient de plus en plus cher, c'est un quartier où je pense les appartements et même l'immobilier en général a dû fort monter aussi, non? Oui, tout à fait, ces appartements-là ont été onéreux lors de la vente, oui. On est à Uccle, on est quand même dans un quartier sympa qui est plutôt un quartier vert, donc j'imagine que ça amène une population assez aisée. Tout à fait. Et on parle de resto, c'est quoi votre resto préféré dans le quartier? Allez, on va en citer un. Moi, je vais régulièrement chez Hassan, mais c'est vraiment, je prends mes casseroles, en fait, je mange pas chez Hassan, je prends mes casseroles et je vais chercher mon couscous et je mange chez moi. Je fais pareil. Alors, j'aime bien le ski, mais c'est vrai que, ça fait longtemps qu'on habite dans le quartier, donc on l'a beaucoup fréquenté. J'aimais bien le petit traiteur italien aussi. Oui. Maintenant, il y a une pizzeria qui s'est installée, ça dépanne aussi. Mais c'est vrai qu'un peu plus de diversité, la mer à
boire aussi, c'est pas vraiment un resto, mais ça a vraiment amené une population jeune. Ça a vraiment, c'est un marqueur qui amène des jeunes dans le quartier. C'est vraiment un endroit qui draine un public différent. Mais en termes de resto, on aimerait bien avoir une ou deux petites enseignes qui s'installent. Je pense que, et je dis encore une fois, comme on évoquait avec Hassan, un traiteur, même des gens qui, si la bouffe est bonne, les gens viendront et ça va marcher. Il y a une forte densité maintenant dans le quartier, donc c'est vraiment un commerce qui pourrait trouver, à mon avis, son public. Est-ce qu'il y a des infrastructures sportives dans le quartier? Ah oui, oui, privé. Il y a le Roseau, qui est en bas de la rue Engeland. C'est quoi? C'est un terrain de tennis. tennis, mais il y a d'autres activités sportives là. C'est un peu plus loin, il y a le stade de Rieder, mais c'est pas tout à fait dans le quartier. Juste à côté. Ça jouxte, quoi. Voilà, c'est pas extrêmement loin, mais... Il y a eu un projet, des habitants du comité de quartier d'ailleurs ont proposé de faire un skatepark pour les jeunes. Et alors? Du côté, ils ont eu un prix de la commune, enfin un peu de moyens financiers de la commune pour essayer de l'installer. Ouais. Et puis en fin de compte, ça s'est jamais fait parce que... Il n'y a pas les espaces, quoi. On ne trouve pas les espaces en fait. C'est comme maintenant, il n'y avait pas d'espace pour créer un skatepark. Il était prévu sur le côté de la voie ferrée. Ouais, ça aurait été bien. Je l'imagine tout à fait. Et puis, en fait, le terrain a été occupé pendant tout un temps, le temps des travaux de l'école néerlandophone par les containers de l'école néerlandophone. La crèche, c'est la crèche. Et la crèche, oui. C'est la crèche qui est là. Et donc maintenant, je pense que dernièrement, ils sont partis. Où il y a une partie des containers qui est partie. Et donc voilà. J'ai pas fait attention. L'idée, c'était d'en faire un à côté de la voie ferrée, dans la mesure où ça ne gênera pas au niveau du bruit les habitants du quartier. Un peu en face du Bioplanète, quoi, en quelque sorte. Enfin bon, finalement, ça se fera ou ça se fera pas? Ça se fera pas. On espère que ça se fera encore. Maintenant, on n'a plus de nouvelles et donc c'est un peu... Suite au prochain épisode. Voilà.